Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors comme ça, vous pensez que l'amour triomphe de tout? Qu'il suffit d'être assez patient, de prier assez fort et de cacher ses bleus sous assez d'anticernes pour que tout finisse par s'arranger comme par magie? Bien sûr. Parce que rien ne dit mieux, mariage sain, que porter des manches longues en plein été et vérifier la localisation de son mari avant même d'oser rentrer chez soi. Et la famille? Oh, eux aussi sont d'une aide précieuse. Sois juste patiente avec lui, ma chérie. Le grand classique. Même le prêtre s'en est mêlé, spoiler, pas pour aider. Et n'oublions surtout pas les parents qui ont littéralement bloqué un camion avec leur voiture pour empêcher leur fille de s'enfuir. Des gens adorables, vraiment. Mais voilà le pire, le moment qui a finalement tout fait exploser. Ce n'était pas les bleus. Ce n'était pas les années de cris. C'était quelque chose de tellement déchirant, tellement inutilement cruel, que j'ai sincèrement dû faire une pause. Alors avant de juger la moindre décision prise dans cette histoire, asseyez-vous, parce que celle-ci va vous frapper différemment. Mon mari alcoolique a écrasé la seule chose qu'il me restait de mon frère décédé, mais lorsque ma fille et moi avons fui, il a traqué l'iPad de notre fille. Moi, 32 ans, je suis marié à Quinn, 33 ans, depuis 11 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 17 ans. À l'époque, il était différent. Il me raccompagnait chez moi après l'école tous les jours, même si cela rallongeait son trajet de 20 minutes. Il se souvenait de mes bonbons préférés et les glissait dans mon casier les jours d'examen. Quand j'étais malade, il apportait mes devoirs à la maison et restait assis avec moi pendant que je les faisais, même s'il finissait sûrement par tomber malade lui aussi. Nous nous sommes mariés à 21 ans. Nos familles sont catholiques, et se marier jeune était normal dans notre communauté. Mes parents se sont mariés à 19 ans, et les siens à 20 ans. Notre fille est née quand j'avais 25 ans. Elle a ses yeux à lui et mon sourire. Elle adore construire des choses avec des Legos et refuse de porter une robe sauf pour aller à l'église. Quand j'avais 26 ans, mon grand frère est mort. Il avait 30 ans à l'époque. Il a eu un accident de voiture en rentrant du travail. C'était mon seul frère et nous étions très proches en grandissant. Après sa mort, sa petite amie ne pouvait plus garder son chien parce que son propriétaire n'autorisait pas les animaux. Le chien s'appelle Cooper. C'est un bâtard de 6 ans avec une oreille tombante et l'autre toujours dressée. Mon frère l'avait adopté dans un refuge 3 ans avant sa mort. J'ai gardé Cooper. Sa présence m'a aidé à tenir le coup. Il dormait chaque nuit au même endroit, au pied du lit, de mon côté. Il avait l'habitude d'incliner la tête quand quelqu'un lui parlait, comme s'il écoutait vraiment. Ma fille l'adore. Elle lui lisait ses devoirs à voix haute pour qu'il puisse l'aider, et il restait là avec sa tête penchée. Au début, Quinn le tolérait. Il n'aimait pas particulièrement les chiens, mais il comprenait pourquoi j'avais besoin de garder Cooper. Il y a 2 ans, Quinn a perdu son emploi. Il travaillait dans une usine et l'entreprise a réduit ses effectifs. Le premier mois, il a envoyé une quinzaine de candidatures, puis une vingtaine le mois suivant. Rien n'a abouti. Ses parents ont de l'argent, ou du moins plus que nous, alors ils ont proposé de payer l'hypothèque et les factures jusqu'à ce que Quinn retrouve du travail. Il a accepté, mais quelque chose a changé en lui à partir de ce moment-là. Au début, il ne buvait que de la bière, 1 ou 2 dans l'après-midi. Puis c'est passé à 4 ou 5. Ensuite, il s'est mis au whisky. Il se servait un verre dès qu'il rentrait après un entretien raté, puis un autre 1 heure plus tard. Finalement, il a arrêté d'aller aux entretiens. L'alcool le rendait cruel. Il criait sur notre fille pour des petites choses, comme laisser son sac dans le couloir ou oublier de débarrasser son assiette. J'essayais de calmer les choses et de détourner son attention, mais cela le poussait seulement à se retourner contre moi. Il se plaignait de tout. Que la maison n'était pas assez propre, alors que je travaillais à plein temps et faisais tout le ménage, que le dîner n'était pas prêt à l'heure, alors que je venais moi aussi juste de rentrer, que Cooper faisait ceci ou cela. Une nuit, il y a environ 1 an, il est rentré ivre. Ma fille dormait déjà. Il s'est mis à hurler que la maison était un désastre. Il y avait des assiettes dans l'évier après le dîner et les devoirs de ma fille étaient étalés partout sur la table. Je lui ai dit que je nettoierais le matin parce que j'étais vraiment épuisé. Il m'a attrapé par le bras si fort qu'il a laissé des marques. Il me secouait en criant que je ne le respectais pas et que même ses propres parents devaient payer ses factures comme s'il était un enfant. J'ai réussi à me dégager et je me suis enfermé dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il s'endorme sur le canapé. C'est devenu une habitude. Il buvait puis me saisissait, me poussait ou me coinçait dans un coin. J'ai commencé à porter des manches longues au travail même en été. Je gardais du maquillage dans mon sac pour cacher les bleus. J'envoyais ma fille chez notre voisine quand j'entendais le camion de Quinn dans l'allée s'il avait bu. La voisine était une femme âgée nommée Patricia qui ne posait jamais de questions. Elle donnait des biscuits à ma fille et la laissait regarder la télévision jusqu'à ce que je vienne la chercher. J'ai essayé de parler à mes parents. Ma mère disait que le mariage demandait des efforts et que je devais être patiente avec Quinn pendant cette période difficile. Mon père disait que certains hommes vivaient mal le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et que c'était mon rôle de le soutenir. J'ai essayé de parler aux parents de Quinn. Sa mère disait la même chose que la mienne. Son père a proposé de lui donner un emploi, mais Quinn a refusé parce qu'il voulait trouver un travail par lui-même. Il disait qu'il n'allait pas travailler pour son père comme s'il s'agissait d'une œuvre de charité.
Je suis allé voir notre prêtre. Il connaissait nos familles depuis des années. C'est lui qui nous a mariés. C'est lui qui a baptisé notre fille. Je me suis assise dans son bureau et je lui ai tout raconté, l'alcool, les violences, les cris, les bleus. Il m'a écouté, puis il m'a dit que le mariage était un sacrement et que le divorce n'était pas une option. Il m'a dit de prier pour Quinn et que Dieu le guérirait avec le temps. Il a dit que la souffrance faisait partie du rôle d'une bonne épouse et d'une bonne mère. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de demander de l'aide. Je me suis concentré sur la sécurité de ma fille et sur le maintien du calme à la maison. Je vérifiais la localisation du téléphone de Quinn avant de rentrer du travail. S'il était dans un bar, j'emmenais ma fille ailleurs ou au parc jusqu'à ce qu'il s'endorme ivre. Le mois dernier, c'est là que tout a explosé. C'était un samedi après-midi. Ma fille était à l'anniversaire d'une amie, j'étais assise sur le porche en train de plier du linge, et Cooper était dans le jardin à renifler les buissons comme d'habitude. J'ai entendu le camion de Quinn avant même de le voir. Il arrivait beaucoup trop vite dans notre rue. Il a tourné dans l'allée et le camion a penché sur le côté. Il a brusquement corrigé sa trajectoire et le véhicule est monté sur la pelouse. Cooper était juste là. J'ai entendu le choc avant de le voir passer sous le pneu avant. J'ai laissé tomber le linge et j'ai couru. Quinn est sorti du camion. Il tenait à peine debout, il sentait l'alcool à plein nez. J'étais au sol à côté de Cooper. Quinn est resté là avec nous en disant que c'était un accident, qu'il n'avait pas vu le chien. J'ai appelé notre vétérinaire pour qu'elle puisse nous recevoir immédiatement à sa clinique. J'ai enveloppé Cooper dans une serviette et je l'ai mis dans ma voiture. Quinn a essayé de me suivre, mais je lui ai dit de rester à la maison. Il était bien trop ivre pour conduire de toute façon. J'ai conduit jusqu'au vétérinaire avec Cooper sur le siège passager. Quand nous sommes arrivés, il était dans un état très grave, mais la vétérinaire a fait un travail remarquable. Cependant, il devait rester là-bas pour continuer à recevoir des soins. Je suis resté 1 heure sur le parking. J'ai appelé la mère de l'ami de ma fille pour lui demander si ma fille pouvait rester plus longtemps. J'ai aussi appelé Patricia pour lui expliquer la situation. Elle m'a dit qu'elle garderait un œil sur tout et que je pouvais prendre le temps dont j'avais besoin. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas encore rentrer chez moi. Quand je suis finalement rentré, il y avait 2 voitures de police dans l'allée. Patricia les avait appelées. Elle leur avait dit qu'elle l'avait vu conduire en état d'ivresse et avoir un accident. Les policiers ont arrêté Quinn sur place. Ils lui ont fait passer un test de sobriété qu'il a échoué. Ils l'ont inculpé pour conduite en état d'ivresse et cruauté envers un animal. Il a passé la nuit en prison. Quand je suis allé chercher ma fille chez son ami, j'ai dû lui parler de Cooper. Elle voulait connaître les détails, et je lui ai raconté ce qui s'était passé, il ne servait à rien de lui cacher quelque chose comme ça. Elle est montée dans sa chambre et a fermé la porte. Je l'entendais pleurer à travers le mur. Le lendemain, j'ai appelé une avocate. Je lui ai tout raconté, l'alcool, les violences, l'arrestation et Cooper. Elle m'a dit que j'avais des raisons valables de demander le divorce et que je pouvais entamer la procédure immédiatement. Elle a ajouté que l'arrestation jouerait en ma faveur pour la garde de ma fille. Les parents de Quinn ont payé sa caution 2 jours plus tard. Il est rentré à la maison et a trouvé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Tout a été traité très rapidement en raison de la gravité de la situation. Il m'a appelé 37 fois en 1 heure, envoyant message sur message. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté à mon travail, la sécurité l'a escorté dehors. Il est allé chez Patricia pour me chercher, mais elle a menacé d'appeler la police à nouveau et il est parti. J'avais préparé des sacs pour ma fille et moi. J'ai pris nos vêtements, les documents importants et les photos, j'ai laissé tout le reste. Nous nous sommes installés dans un hôtel à l'autre bout de la ville afin de ne mettre personne d'autre en danger. J'ai appelé ma grande sœur. Elle a 40 ans et vit à 4 États d'ici. Elle a quitté la maison à 18 ans et n'est jamais revenue. Nos parents l'ont reniée parce qu'elle était tombée enceinte avant le mariage. Elle a perdu le bébé, mais ils ne lui ont jamais pardonné. Elle est partie faire ses études ailleurs et n'est revenue que pour les funérailles de mon frère. Elle est mariée à mon beau-frère depuis 18 ans. Il mesure 2,03 mètres et jouait au football américain à l'université. Il n'y avait pas d'endroit plus sûr où aller. Ma sœur a dit que nous pouvions rester chez eux aussi longtemps que nécessaire. Elle a dit qu'elle viendrait nous chercher elle-même. Je lui ai répondu que je conduirais, mais elle a insisté. Elle a dit que mon beau-frère viendrait aussi et qu'il louerait un camion pour déménager nos affaires. J'ai dit qu'il n'était pas nécessaire de tout prendre, mais elle a répondu que nous n'allions rien laisser derrière nous que Quinn pourrait utiliser contre nous. 2 jours plus tard, ma sœur et mon beau-frère sont arrivés. Nous avons laissé ma fille chez Patricia parce que je ne voulais pas qu'elle soit présente si les choses tournaient mal à la maison. Ma sœur a dit que nous n'avions pas besoin d'escorte policière parce que la taille de mon beau-frère suffisait à garder tout le monde tranquille. Nous sommes allés jusqu'à la maison avec le camion de location. La voiture de Quinn était dans l'allée et j'ai compris que les choses n'allaient pas être simples. Quand j'ai vu cette voiture, j'ai dû m'asseoir sur le trottoir, c'était cette voiture qui avait écrasé Cooper. Le pare-choc avant était cabossé et il y avait une petite touffe de poils beige coincée dans l'aile. Mon beau-frère m'a aidé à me relever. Ma sœur a frappé à la porte et Quinn a ouvert. Il n'avait pas l'air en grande forme, mais je ne savais pas si c'était parce qu'il était triste ou parce qu'il avait la gueule de bois. Quand il m'a vu, il s'est mis à pleurer. Il a essayé de me prendre dans ses bras, mais mon beau-frère l'a repoussé d'un seul bras.
Quinn a reculé en répétant qu'il était désolé. Il s'était inscrit dans un centre de désintoxication. Il nous a montré un dossier avec les papiers d'admission et un planning. Cette fois, tout allait être différent parce que cette fois il avait retrouvé Dieu. Ma sœur lui a dit de s'écarter. Nous avons commencé à faire les cartons. Quinn nous suivait partout dans la maison. Il n'arrêtait pas de parler. Il disait qu'il était sobre depuis 5 jours, même si je ne savais pas si je pouvais le croire vu son apparence. Il disait qu'il allait aux réunions des alcooliques anonymes tous les jours, que son parrain l'aidait à régler ses problèmes. Il disait aussi qu'il aimait ma fille et moi, que nous étions tout son univers. Il s'est agenouillé dans le couloir et a attrapé ma main. Il m'a appelé par le surnom qu'il utilisait quand nous sortions ensemble, Papillon. Il a dit que je lui avais promis de l'aimer dans la santé comme dans la maladie, et que ce que j'étais en train de faire revenait à briser mes vœux. C'est à ce moment-là que ma sœur a explosé. Elle s'est mise à lui hurler dessus. Elle a évoqué absolument tout ce que je lui avais raconté au téléphone, les bleus, les agressions, les fois où il s'était imposé à moi quand je disais non, les moments où ma fille devait se cacher chez Patricia. Elle lui a demandé où étaient ses vœux quand il frappait sa femme, elle lui a demandé où était Dieu quand il conduisait ivre et qu'il avait écrasé la seule chose qu'il me restait de mon frère. Quinn ne faisait que pleurer, répétant qu'il savait qu'il avait merdé, que cela n'aurait jamais dû aller aussi loin pour qu'il change. Il disait comprendre pourquoi je ne pouvais pas lui pardonner, mais il me suppliait d'essayer. C'était trop tard, une année entière s'était écoulée à cacher des bleus, inventer des excuses et protéger notre fille contre lui. Je lui ai dit que Cooper était la dernière part de mon frère qu'il me restait, et que maintenant sa vie tenait à un fil parce que Quinn n'était même pas capable de rester assez sobre pour conduire droit. Puis les deux familles sont arrivées, Quinn les avait appelées. Mon père a garé son camion derrière le camion de location pour nous empêcher de partir, tandis que ma mère est entrée en hurlant sur ma sœur. Elle l'a traité de mauvaise influence. Les parents de Quinn essayaient de calmer tout le monde, mais répétaient sans cesse que je devais lui donner une autre chance, que le mariage était pour toujours et que ma fille avait besoin de son père. Les cris devenaient de plus en plus forts. Le téléphone a sonné, c'était Patricia qui appelait pour savoir comment ça se passait. Mon beau-frère a répondu à ma place, lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. Bonne chance à quiconque essaierait d'arracher le téléphone des mains de cette montagne de muscles. Elle a répondu qu'elle l'avait déjà fait parce qu'elle entendait les cris depuis son jardin. La police est arrivée 10 minutes plus tard. Ma mère leur a dit que ma sœur essayait de nous kidnapper. Les policiers ont séparé tout le monde afin que chacun puisse expliquer la situation. Je leur ai montré les papiers du divorce et parlé de l'arrestation de Quinn. Ils ont vérifié les conditions de sa libération sous caution et cela ne lui donnait vraiment pas une belle image. Ils ont aussi demandé à mon père de déplacer son camion. J'ai décidé que nous devions partir immédiatement. Nous n'avions emballé que la moitié de ce que je voulais prendre, mais je m'en moquais désormais. J'ai pris le coffre qui appartenait à mes grands-parents. J'ai pris la boîte contenant les affaires de Cooper, son jouet préféré et la couverture sur laquelle il dormait toujours. Ma sœur et mon beau-frère ont tout chargé dans le camion. Nous sommes montés dedans et avons commencé à partir. Quinn s'est mis à courir derrière le camion. Mes parents et les siens ont fait pareil. Ils hurlaient que j'étais en train de leur enlever ma fille. Ils disaient que je détruisais notre famille. Quinn frappait contre la vitre. Ma sœur a baissé sa fenêtre et leur a adressé un magnifique doigt d'honneur pendant que nous nous éloignions. Nous avons dû passer quelques jours dans un Airbnb que ma sœur et mon beau-frère avaient loué pour nous trois. C'était loin de la maison où je vivais avec Quinn afin qu'il ne puisse pas nous retrouver et recommencer le drame. Nous aurions pu repartir rapidement, mais je n'allais pas laisser Cooper derrière moi ni voyager avec un chien gravement blessé. Nous avons attendu assez longtemps pour que le vétérinaire nous dise qu'il pouvait voyager, puis nous sommes tous repartis ensemble. Au moins, pour ma fille, cela ressemblait à une aventure, parce que nous dormions dans un nouvel endroit et qu'elle adore sa tante et son oncle. Maintenant, nous sommes déjà installés chez ma sœur et tout commence à se stabiliser. Il reste encore beaucoup de choses à faire, comme inscrire ma fille dans une nouvelle école et finaliser le divorce. Pour le premier point, je travaille déjà à faire transférer tous les dossiers de son ancienne école vers la nouvelle le plus vite possible. Ils ont été compréhensifs face à la situation et n'ont pas mis d'obstacle. En réalité, ils essaient même de me simplifier les choses. Concernant le divorce, mon avocate pense qu'il vaut mieux que je garde mes distances. Je peux faire toutes les réunions via Zoom, ce qui est aussi très pratique vu le niveau de violence dans cette affaire. Quant à Cooper, il va mieux. Nous devons simplement lui donner les médicaments prescrits par le vétérinaire et l'emmener faire un contrôle dans une nouvelle clinique ici. Il est assez gravement blessé et il est possible qu'il ne remarche jamais correctement, mais sinon il semble avoir 9 vies malgré le fait qu'il soit un chien. Mon beau-frère l'adore et veut prendre le camion de Quinn pour rouler sur mon futur ex-mari avec. Ma sœur se met en colère quand il dit ce genre de choses parce qu'elle ne sait pas s'il plaisante ou non. Et moi, je lui ai dit que le divorce suffisait largement. Mais si jamais il le fait un jour, qu'il emmène Cooper comme copilote pour qu'il puisse voir comment on écrase son agresseur. Mise à jour 1. Cela fait maintenant 6 semaines que nous vivons chez ma sœur et mon beau-frère. Leur maison est petite pour 2 personnes supplémentaires et un chien, mais nous nous débrouillons. Ma fille a sa propre chambre et moi je dors sur un canapé-lit dans le bureau avec Cooper. Enfin, pas toutes les nuits, parfois il m'abandonne et va dormir dans la chambre de ma sœur,
allongé à côté de mon beau-frère. D'autres nuits, il dort avec ma fille. Je pense que cela dépend surtout de qui lui a donné le plus de nourriture sous la table pendant le dîner. Il le gâte énormément, mais il est le malade de la maison. Même s'il va déjà beaucoup mieux, il continue à jouer la carte de la pitié pour obtenir à manger, surtout quand il y a du steak. Ma fille a commencé dans sa nouvelle école il y a 3 semaines. Elle ne parle pas de Queen et ne demande pas à l'appeler. Nous en avons discuté, mais elle ne veut pas aborder le sujet et je ne la force pas. Ma sœur a des enfants, donc la maison déborde de monde. Même s'ils sont plus âgés que ma fille, mon neveu a 17 ans et ma nièce 15 ans. Ils ont été adorables avec elle. Mon neveu l'emmène au parc pour promener Cooper, et avec ma nièce elles font des activités de filles. Je n'ai toujours pas trouvé de travail, mais je ne vais certainement pas suivre le chemin de Queen et commencer à boire. J'ai envoyé des candidatures ici, mais rien ne s'est présenté pour le moment. Ma sœur et mon beau-frère refusent que je paie quoi que ce soit, même si j'ai quelques économies. Parfois, je suis obligé d'acheter le dîner et de l'apporter par surprise, parce qu'autrement ils n'acceptent pas mon argent. Le tribunal m'a accordé la garde d'urgence de ma fille à cause des accusations contre Queen. Son avocat a essayé de contester la décision, mais mon avocate avait tous les documents nécessaires. Il y a les rapports de police, ainsi que les photos de mes bleus. Patricia a également témoigné. Le juge a décidé que Queen ne pourrait avoir que des visites surveillées et qu'il devait d'abord terminer sa cure de désintoxication. Cela me rassure, parce qu'il faudra longtemps avant que nous ayons à nous inquiéter des visites surveillées. Non, ma fille ne peut toujours pas décider elle-même si elle veut voir son père ou non, mais je ferai en sorte que le maximum qu'il obtienne soit des visites surveillées. C'est le mieux que je puisse obtenir pour le moment, à moins qu'il ne fasse quelque chose de bien pire. Queen a essayé de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Son avocat envoie des emails à mon avocate avec des messages de Queen. Il dit qu'il a terminé sa cure, qu'il est sobre depuis 2 mois et qu'il va aux réunions des alcooliques anonymes 2 fois par jour. Il veut voir ma fille. Mon avocate m'a expliqué que peu importe ce qu'il raconte, seules les preuves qu'il peut présenter devant le juge comptent réellement. Mes parents continuent d'envoyer des messages depuis différents numéros. Je les bloque sans arrêt, mais ils ont beaucoup d'amis qui pensent comme eux et qui leur prêtent leur téléphone. Ils essaient d'utiliser ma fille comme argument pour que je revienne, mais elle ne veut plus voir ses grands-parents non plus. Puisque Queen a changé, ce que je fais serait un péché, et j'irai en enfer si je ne lui pardonne pas. La semaine dernière, nous étions assises seules avec ma sœur et ma fille, en train de discuter un peu de tout. Puis le sujet de ce qui se passait est revenu sur la table, et ma fille a dit quelque chose qui m'a fait agripper le bord de la table. Elle avait parlé à ma mère, des coups, il y a environ 6 mois, quand ma mère la gardait. Ma mère lui avait simplement répondu que c'était normal, et qu'elle ne devait pas me parler de cette conversation. Parfois, je me dis que je suis reconnaissante que Queen n'ait jamais rien fait à ma fille, et je le sais parce que je faisais toujours attention à rester dans la même pièce que d'eux. Dommage qu'il ait fallu que Cooper souffre pour que nous en arrivions là. Le point positif, c'est qu'ici il est bien nourri. À la maison, il aurait été impossible de lui donner quelque chose comme du steak de temps en temps. Ça aurait rendu mon ex complètement fou. D'accord, attendez une seconde. Vous savez ce qui me met vraiment mal à l'aise dans cette mise à jour? Ce n'est pas Queen. C'est la fille. C'est une enfant, on parle d'une toute petite fille, qui a vu son père devenir quelqu'un de terrifiant, qui faisait des crises de panique, qui a complètement arrêté de parler de lui. Et somehow, tout ça est balayé d'un revers de main parce que, au moins elle s'adapte. Non. Ce n'est pas de l'adaptation. C'est une enfant qui a appris à s'éteindre émotionnellement comme mécanisme de survie. Une gamine qui a compris, à son âge, qu'il était plus sûr de ne rien ressentir du tout plutôt que de tout ressentir. Et ça devrait tous nous mettre profondément mal à l'aise. Et puis il y a cette partie où sa propre grand-mère, la mère de sa mère, a dit à cette petite fille que voir sa maman se faire frapper était quelque chose de normal. Juste, elle s'est assise en face de sa petite fille et lui a dit ça. Je reviens sans cesse à ce moment-là parce que je n'arrive pas à comprendre. Cette petite fille a porté ce secret pendant 6 mois. 6 mois à savoir que quelque chose n'allait profondément pas, à se faire dire que tout allait bien, et à garder le silence. Ce n'est pas une enfant qu'on protège. C'est une enfant abandonnée par tous les adultes présents dans cette pièce. Voilà la vérité dérangeante, les bleus physiques finiront par disparaître. Les problèmes juridiques finiront par se régler. Mais cette petite fille a absorbé des années de chaos précisément pendant les années où son cerveau construisait sa définition de ce qu'est une relation normale. C'est ce genre de dégâts qu'on ne peut pas photographier pour un dossier au tribunal. Et c'est aussi la partie qui prendra le plus de temps à guérir. Espérons qu'elles y arriveront toutes les deux. Maintenant, retour à l'OP. Mise à jour 2. Le divorce n'a pas encore été finalisé. L'avocat de Queen continue de déposer des demandes de report et de prolongation. Mon avocate dit qu'il essaie de faire traîner les choses parce que ses parents paient ses frais d'avocat alors que moi, je dois payer les miens de ma propre poche. Chaque prolongation me coûte encore plus d'argent que je n'ai pas. Ma sœur a proposé de payer, mais je ne peux pas accepter après tout ce qu'elle a déjà fait pour moi. Elle a déjà une grande famille à laquelle s'ajoute maintenant un chien, une nièce et une sœur. J'ai trouvé un travail. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça.
Quinn appelle la maison de ma sœur depuis différents numéros. Mon beau-frère répond généralement et lui dit d'arrêter d'appeler. Une fois, Quinn a réussi à me parler alors que j'étais seul à la maison et que j'ai décroché, il m'a dit que ma fille et moi lui manquions. J'ai raccroché et il a rappelé. Alors j'ai débranché le téléphone. Mes parents sont venus ici il y a 2 semaines, ils n'avaient prévenu personne. Ils se sont simplement présentés chez ma sœur pendant que je travaillais. Ma sœur était à la maison. Elle a dit qu'ils exigeaient de voir ma fille, mais elle leur a répondu non. De toute façon, elle était à l'école. Selon eux, ils avaient un droit de voir leur petite fille. Ma sœur leur a répondu qu'ils n'avaient même pas essayé de voir leurs propres enfants et que ce n'était pas le moment d'essayer de jouer les bons grands-parents. Ils ont tenté de forcer l'entrée de la maison, mais ma sœur sait très bien gérer 2 personnes âgées. La semaine dernière, Quinn et les 2 familles se sont présentées à l'école de ma fille. L'école m'a appelé immédiatement parce qu'ils avaient déjà été avertis. J'ai quitté mon travail et je me suis rendu à l'école. Quand je suis arrivé, le directeur avait déjà appelé la police. Quinn était dans le bureau en train de pleurer, mes parents dans le couloir et les parents de Quinn sur le parking. Le directeur m'a expliqué que Quinn était arrivé en disant qu'il voulait simplement voir sa fille. L'école a vérifié le dossier de ma fille, où toutes les informations importantes concernant la situation étaient enregistrées, une sorte de « Reddit des écoles », mais en version officielle. Quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas la voir, il a refusé de partir. Ils étaient tous venus ensemble depuis ma ville comme un front uni. Ils ont commencé à se disputer avec le directeur à propos des droits de la famille et du fait que j'éloignais ma fille de personnes qu'il aimait. La police a escorté Quinn ainsi que les 2 familles hors de l'établissement scolaire. Ils leur ont expliqué que se présenter à l'école violait l'ordonnance de garde et qu'ils étaient obligés de le signaler. Ils ont également averti mes parents et ceux de Quinn que s'ils revenaient, ils seraient arrêtés pour intrusion. Quand tout s'est calmé, ma fille était dans le bureau de la conseillère scolaire. Celle-ci m'a expliqué que ma fille avait vu son père par la fenêtre et avait fait une crise de panique. Elle hyperventilait et n'arrivait plus à respirer. J'ai ramené ma fille à la maison plus tôt ce jour-là. Quand nous sommes arrivés chez ma sœur, elle est allée directement dans sa chambre. Environ 20 minutes plus tard, elle a ouvert la porte et m'a demandé si nous pouvions rentrer à la maison, pas avec Quinn, mais dans notre ancienne maison. Elle voulait voir Patricia, son école et ses amis lui manquaient. J'ai dû lui expliquer que nous ne pouvions pas revenir parce que Quinn était toujours là-bas. Je lui ai dit que la maison n'était plus à nous parce que je ne pouvais pas payer l'hypothèque. Elle m'a demandé pourquoi les parents de Quinn ne pouvaient pas continuer à payer comme avant, alors j'ai dû lui expliquer qu'ils le pouvaient, mais qu'ils étaient du côté de Quinn et que nous ne pouvions pas leur faire confiance. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté assise sur le canapé lit à regarder les photos sur mon téléphone. Il y en avait une de l'anniversaire de ma fille, Quinn était sobre à cette époque. Il la portait sur ses épaules et elle riait. Il y en avait une de notre 10e anniversaire, nous étions allés dîner et Quinn m'avait offert des fleurs. Il y en avait une de Cooper quand il était chiot avec mon frère. Mon frère était accroupi à côté de lui en souriant. J'ai supprimé toutes les photos où Quinn apparaissait. Cela m'a pris 1 heure entière, mais j'ai fait un vrai nettoyage. Le lendemain matin, mon avocate m'a appelé. Elle avait parlé à la police et il lui avait expliqué comment ils avaient trouvé l'école de ma fille. Quinn, ses parents et les miens avaient suivi l'iPad de ma fille. C'était un cadeau qu'il lui avait offert à Noël il y a quelques années et je l'avais complètement oublié. Avec mon niveau de stress à 125%, je n'avais même pas pensé à cette possibilité. Maintenant, le problème est réglé. Et non, ma fille ne l'emporte pas à l'école, mais parfois elle l'utilise pendant le trajet en voiture. Nous avons déposé les documents cet après-midi-là. Le juge a accordé une ordonnance restrictive temporaire pour ma fille et moi contre Quinn ainsi que contre les 2 familles. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres, il ne pouvait pas nous contacter ni contacter quelqu'un que nous connaissions pour obtenir des informations sur nous. Quinn a violé cette ordonnance 3 jours plus tard. Il s'est présenté chez ma sœur à 2 heures du matin, ivre. Il frappait à la porte en criant mon nom. Mon beau-frère a appelé la police et ma sœur nous a emmenés, ma fille et moi, dans une pièce au fond de la maison. Mon neveu et ma nièce se sont aussi réveillés et sont restés avec ma fille pour lui tenir compagnie. Nous entendions Quinn hurler qu'il voulait seulement parler, qu'il avait besoin de voir sa fille parce que la voir loin de lui l'empêchait de respirer, que nous étions sa famille et que c'était la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais vécue. Mon beau-frère lui a dit qu'il était temps de se taire ou qu'il le ferait taire lui-même. Cela l'a fait parler plus doucement, mais il continuait à répéter les mêmes choses à mon beau-frère. Quand la police est arrivée, Quinn était assis sur les marches en train de pleurer. Ils l'ont arrêté. Cette fois-ci, ses parents n'ont pas payé sa caution immédiatement. Il a passé 4 jours en prison. Mon avocate m'a dit que la violation de l'ordonnance restrictive, ajoutée à son arrestation, permettrait de rendre cette ordonnance permanente, sans visite surveillée. Elle a aussi expliqué que cela aiderait pour le divorce, parce que nous avions désormais de très bonnes raisons de vouloir en finir le plus vite possible. Ces 4 jours où Quinn était en prison ont été les premiers depuis notre départ où j'ai réussi à dormir toute une nuit. La première fois où je ne me suis pas réveillé en croyant entendre son camion, la première fois où j'ai réussi à manger un repas complet. Le 4e jour, ses parents l'ont fait sortir. Et cette nuit-là, j'ai recommencé à ne plus dormir. Il reste encore énormément de choses à faire,
comme trouver un logement pour nous et quitter la maison de ma sœur. Il faut aussi trouver une thérapie pour ma fille, et très probablement pour moi aussi. Pour l'instant, rester ici est l'endroit le plus sûr, mais je ne peux pas imposer cela éternellement à la famille de ma sœur. Eddie, Cooper continuait à dormir dans la chambre, ou du moins il ne la quittait plus. Il n'est pas devenu sourd après l'accident, mais il entend peut-être un peu moins bien. Aussi, quand il mange, il tombe dans une véritable coma alimentaire pendant plusieurs heures. Mise à jour 3. Quinn est de nouveau en prison. Cette fois, il n'y a aucune caution possible pour le faire sortir. Il a violé l'ordonnance restrictive 2 autres fois après cette première arrestation. Il s'est présenté à mon travail et a suivi le camion de mon beau-frère lorsqu'il emmenait ma fille à l'école. Le juge en a eu assez. Lors de la dernière audience, il a complètement révoqué la liberté sous caution de Quinn. Il a déclaré que Quinn représentait un danger pour ma fille et moi. Il l'a condamné à 6 mois de prison pour les violations de l'ordonnance. Même l'avocat engagé par ses parents n'a rien pu faire avec autant d'infractions. J'ai également obtenu le divorce 2 semaines après l'incarcération de Quinn. J'ai la garde complète de ma fille et il n'y aura pas de visite surveillée. Cela pourra être modifié seulement s'il présente un dossier solide après être resté sobre pendant 1 an, avoir terminé un programme de gestion de la colère et réussi des contrôles aléatoires. Mon avocate, selon son expérience, pense qu'il ne remplira probablement jamais ces conditions, et que même s'il y parvient un jour, ma fille sera assez âgée pour décider qu'elle ne veut pas le voir. J'ai repris mon nom de jeune fille. Cela m'a fait étrange de le revoir sur des documents officiels. Ma fille m'a demandé si elle pouvait changer son nom de famille elle aussi. Je lui ai dit qu'elle le pouvait si elle le souhaitait, et elle y a réfléchi pendant 1 semaine. Maintenant, elle porte également le même nom de famille que moi. Mes parents ont envoyé une dernière lettre. Elle est arrivée à l'adresse de ma sœur. Dans cette lettre, ma mère écrivait « Tu as détruit un homme bon qui avait seulement besoin d'amour pour traverser cette épreuve. Ta fille grandira en te détestant quand elle saura ce que tu as fait à son père. Mais elle sait. Malgré son jeune âge, elle sait ce qui est bien et ce qui est mal. Elle sait que ses grands-parents ont tort, et c'est pour cela qu'elle ne veut plus les voir non plus. Quoi qu'il en soit, mon beau-frère a offert un chiot à ma fille le mois dernier, mais il y a un détail. Ils connaissent mes projets de déménagement, mais ils veulent que Cooper reste avec eux. Mon beau-frère dit que ses enfants et ma sœur vont lui manquer. Mais au fond, cet homme de 2 mètres a une vraie place dans son cœur pour Cooper. Le chiot est un bâtard de refuge marron et blanc, avec une oreille de chaque couleur. Ma fille lui a donné le nom de mon frère. Elle a dit qu'elle voulait lui donner le nom de quelqu'un qu'il aurait aimé, j'ai failli inonder le salon de mes larmes. Le chiot la suit partout et dort au pied de son lit. Quant à Cooper, je n'aimerais pas le laisser derrière moi, mais je crois qu'il nous a déjà abandonnés. L'autre après-midi, je l'ai trouvé allongé sur mon beau-frère en train de faire la sieste. Il s'est réveillé pour me regarder, comme s'il me disait « On est occupé, ne nous dérange pas », puis il s'est rendormi. Cela me fera mal de le laisser derrière moi, mais nous cherchons un logement dans le coin, donc nous passerons beaucoup de temps ici. Quand je travaillerai et que je n'aurai pas de Patricia pour s'occuper de ma fille, elle sera sûrement chez ma sœur, avec Cooper. J'ai une bonne nouvelle, j'ai été promue. Je suis maintenant superviseuse. Ce n'est pas énorme, mais c'est plus d'argent. Assez pour commencer à économiser. Ma sœur dit que nous pouvons rester aussi longtemps que nécessaire, mais cela suffit maintenant. Nous n'avons pas besoin de grand-chose, juste quelque chose de petit pour nous 3. J'ai revu Patricia le mois dernier. Je suis retourné dans notre ancienne ville pour signer les derniers papiers du divorce. Elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé des nouvelles de ma fille. Elle a promis de venir nous rendre visite lorsque nous aurons un endroit où recevoir des gens. La maison que nous avions ensemble a été vendue et l'argent partagé dans le divorce. J'utiliserai ce qu'il reste pour trouver un nouveau logement. Ma fille a commencé à voir quelqu'un pour l'aider 2 fois par mois. Nous commencerons comme ça, puis nous augmenterons ou diminuerons selon ses besoins. Pour l'instant, j'ai mis ma propre thérapie en pause jusqu'à ce que nous déménagions. Pour le moment, chaque dollar compte. Quinn sortira dans 4 mois et j'ai peur de ne pas savoir à quoi m'attendre de sa part. Mise à jour 4. Cette mise à jour portera sur ma vie, ma fille et les personnes que j'aime, mais aussi sur les autres personnes qui faisaient autrefois partie de ma vie. Et probablement la dernière, si la chance est de notre côté. Ma fille et moi avons déménagé il y a quelques mois. Ce n'est pas très loin de chez ma sœur, peut-être 5 minutes à pied, encore moins si le vent est favorable. Ce qui, ici, revient pratiquement à vivre dans le jardin d'à côté. Maintenant, il y a ma fille, moi, le nouveau chiot et Cooper. J'étais certaine qu'il resterait avec mon beau-frère, puisqu'il était devenu le roi de la maison. Mais le jour du déménagement, quand nous avons chargé toutes les affaires dans le camion, je lui ai demandé s'il voulait venir et il a sauté dedans. Ce qui signifiait que je devais retourner à l'intérieur pour récupérer ses affaires aussi. Mon beau-frère pleure comme un grand géant idiot parce qu'il dit que Cooper va lui manquer. Et vous n'imaginez pas combien de temps une larme met à tomber de sa joue jusqu'au sol. Mais, tout comme ma fille, Cooper leur rend visite de temps en temps. Seulement, au lieu de lui prendre 5 minutes pour y aller, cela peut lui en prendre 8 ou 9 à cause de son accident. Mon beau-frère lui a acheté un nouveau panier, des jouets, et l'attend toujours avec quelque chose à manger. Je crois qu'il essaie de le convaincre de rester,
mais au final Cooper revient toujours vers nous. Je vois ça comme une sorte de garde partagée, mais avec un chien. J'ai déjà menacé mon beau-frère, pour plaisanter, d'aller au tribunal s'il gâtait trop Cooper. Même si, honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose d'autre, à part lui taper le mollet avant d'escalader son dos. Concernant Cooper, je pense qu'en partie il aime toute l'attention qu'il reçoit là-bas, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir mon frère quand je regarde Cooper. C'est comme si mon frère prenait soin de moi à travers lui, parce qu'il le lui aurait demandé depuis l'endroit où il se trouve maintenant. Ce sont des théories un peu folles dans ma tête, et je préfère ne pas les explorer davantage parce que je vais finir par tremper mon clavier avec mes larmes. Mon ex est sorti de prison et travaille avec ses parents. Oui, le même travail qu'il avait refusé parce que cela faisait de lui, moins un homme. Il est en liberté conditionnelle, donc il ne peut même pas jeter un bout de papier par terre en conduisant, encore moins se faire arrêter après avoir bu. Pas une seule goutte. Il n'a pas causé de problème et il ne sait pas où nous vivons maintenant. Nous faisons attention, ma fille et moi, ainsi que ma sœur et son mari, à vérifier que personne ne nous suit. Le seul qu'il pourrait suivre, ce serait Cooper, mais c'est un chien intelligent. Le chiot, lui, ne sort jamais seul sans laisse, et Quinn ne le connaît pas, donc nous ne prenons aucun risque avec lui. Edien, Patricia est venue nous rendre visite et est restée quelques jours avec nous. Cela a rendu ma fille très heureuse. Je pense que Cooper aussi. Eddie 2, Quinn a été arrêté après une bagarre dans un bar. Un endroit où il n'aurait jamais dû être, en train de boire ce qu'il n'aurait jamais dû boire. Il a pris 1 an de prison pour violation de sa liberté conditionnelle, plus une autre année pour avoir frappé un homme jusqu'à lui faire perdre connaissance. Je dors enfin normalement à nouveau, et nous allons avoir 2 années de paix absolue. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Cette histoire m'a sincèrement un peu bouleversé. Quinn n'a pas toujours été un monstre. Et je pense que c'est justement la partie la plus dangereuse de toute cette histoire. C'était le gars qui la raccompagnait chez elle après l'école, qui se souvenait de ses bonbons préférés, qui restait assis à côté d'elle quand elle était malade. Cette personne-là était réelle. Mais l'addiction, l'ego et la fierté l'ont transformé en quelqu'un de totalement méconnaissable. Et la tragédie, c'est qu'il a eu toutes les occasions possibles de s'arrêter. Absolument toutes. Mais il a continué à choisir la bouteille plutôt que sa famille, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à sauver. Ce qui me détruit, c'est le nombre de personnes qui l'ont laissé tomber avant qu'elle ne réussisse à se sauver elle-même. Sa mère, son père, les parents de Quinn, le prêtre, chaque personne en qui elle avait confiance lui a dit de rester et de souffrir en silence. Ce n'est pas de l'amour. Ce sont juste des gens qui protègent leur propre confort en appelant sa religion ou tradition. Sa propre fille a parlé des violences à sa grand-mère 6 mois avant leur départ, et cette grand-mère a dit à une enfant que se faire frapper était quelque chose de normal. Réfléchissez vraiment à ça. Mais voici aussi ce qu'est cette histoire, c'est sincèrement l'un des plus beaux exemples d'une femme qui, malgré tout le monde contre elle, a quand même choisi de se sauver elle-même et de sauver sa fille. Et Patricia, est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier Patricia? Pas de questions, juste des cookies et un appel au bon moment. Cette femme est une héroïne de la manière la plus discrète et la plus puissante qui soit. Maintenant, les leçons à retenir. Premièrement, quand quelqu'un vous montre de façon répétée qui il est vraiment, croyez-le. La réhabilitation est possible, mais ce n'est pas à vous de rester là à saigner en attendant qu'elle arrive. Deuxièmement, parfois, votre entourage compte plus que votre propre famille. Les personnes qui ont réellement été présentes, c'était une voisine, une sœur éloignée et un grand gaillard qui pleurait pour un chien. Troisièmement, et ça s'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui vivent peut-être une situation similaire, partir n'est pas un échec. Partir est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Cooper méritait mieux. Elle méritait mieux. Et heureusement, elle l'a obtenu. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.